Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous permettre d'analyser le texte bac numéro 5. Il s'agit donc d'un extrait du supplément au voyage de Bougainville de Diderot. Je vous rappelle que ce texte se trouve à la page 176-177 de votre édition des Coches et des Cannibales. Avant de procéder à l'analyse, je vais effectuer une lecture du texte. Je vous rappelle juste que l'extrait n'est pas à étudier dans sa totalité. On s'arrêtera quelques lignes avant la fin. Donc, cet essai se présente comme un prolongement du voyage autour du monde de Louis-Antoine de Bougainville, publié en 1771. S'appuyant sur ce récit de voyage, Diderot imagine des chapitres inédits et invente de nouveaux personnages pour développer sa réflexion philosophique. Ici, un vieux Tahitien harangue Bougainville au moment où le navigateur quitte son île. Puis, s'adressant à Bougainville, il ajouta: « Et toi, chef des brigands qui t'obéissent, écarte promptement ton vaisseau de notre rive. Nous sommes innocents, nous sommes heureux, et tu ne peux que nuire à notre bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature. Et tu as tenté d'effacer de nos âmes son caractère? Ici, tout est à tous, et tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien. Nos filles et nos femmes nous sont communes. Nous sommes libres. Et voilà que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur esclavage. Tu n'es ni un dieu, ni un démon. Qui es-tu donc pour faire des esclaves? Ô roux, toi qui entends la langue de ces hommes-là, dis-nous à tous, comme tu me l'as dit à moi-même, ce qu'ils ont écrit sur cette lame de métal. Ce pays est à nous. Ce pays est à toi? Et pourquoi? Parce que tu y as mis le pied? Si un Tahitien débarquait un jour sur vos côtes, et qu'il grava sur une de vos pierres ou sur l'écorce d'un de vos arbres, ce pays est aux habitants de Tahiti, qu'en penserais-tu? Tu es le plus fort? Et qu'est-ce que cela fait? Lorsqu'on t'a enlevé une des méprisables bagatelles dont ton bâtiment est rempli, tu t'es récrié, tu t'es vengé, et dans le même instant, tu as projeté au fond de ton cœur le vol de toute une contrée. Tu n'es pas esclave, tu souffrirais plutôt la mort que de l'être, et tu veux nous asservir? Tu crois donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir? Celui dont tu veux t'emparer comme de la brute, le Tahitien est ton frère. Vous êtes deux enfants de la nature. Quel droit as-tu sur lui qu'il n'ait pas sur toi? Tu es venu? Nous sommes-nous jetés sur ta personne? Avons-nous pillé ton vaisseau? T'avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis? T'avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux? Nous avons respecté notre image en toi. Laisse-nous nos mœurs. Elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes. Nous ne voulons point troquer tout ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. Tout ce qui nous est nécessaire et bon, nous le possédons. Nous allons commencer par quelques éléments pour l'introduction de cette lecture linéaire. Je vous rappelle que Diderot est un philosophe des Lumières. Les Lumières, c'est un mouvement littéraire qui date du XVIIIe siècle. Et c'est un mouvement littéraire qui est en fait une métaphore, puisque les Lumières sont là pour éclairer les esprits et signent finalement la fin de l'obscurantisme. Les philosophes des Lumières ont pour but de dénoncer les préjugés, de lutter contre les privilèges des nobles, de dénoncer l'emprise de l'Église sur les consciences, etc. Diderot est d'ailleurs connu comme étant l'un des rédacteurs en chef de l'encyclopédie avec d'Alembert, mais il est également connu pour ses nombreuses fictions et il a d'ailleurs particulièrement le goût pour les dialogues, que l'on retrouve par exemple dans ses œuvres comme Le neveu de Rameau ou Entretien d'un père avec ses enfants. Nous, l'extrait qui nous intéresse est issu donc du supplément au voyage de Bougainville. En fait, un an après l'apparition du récit de voyage de Bougainville que nous avons étudié la dernière fois, qui s'intitule Voyage autour du monde, Diderot va rédiger un commentaire à ce récit sous la forme, là encore, d'un dialogue fictif entre deux personnages simplement nommés A et B. Dans notre extrait, Diderot imagine le discours d'un vieillard tahitien, un discours qui est adressé au navigateur Bougainville au moment de son départ. Or, ce vieillard tahitien semble rappeler étrangement le vieillard vénérable évoqué par Bougainville lui-même. Rappelez-vous, dans l'extrait que l'on a fait la semaine dernière, il était question d'un vieillard sage qui était finalement très peu enthousiaste de l'arrivée des Européens sur ces terres. Donc on peut imaginer que Diderot s'est inspiré de ce personnage évoqué par Bougainville pour rédiger cet extrait.
problématique. On peut partir sur la question suivante. En quoi le discours du vieillard est-il un violent réquisitoire contre la colonisation européenne? Je vous rappelle qu'un réquisitoire, c'est un discours dans lequel on accumule des accusations contre quelqu'un ou quelque chose. N'hésitez pas à recopier cette définition dans votre TD. Vous avez un lexique à la fin du TD et vous pouvez y recopier cette définition. L'inverse de réquisitoire étant un plaidoyer, hein, là où on va prendre cette fois la défense et faire l'éloge de quelqu'un. C'est aussi un terme qui est utilisé en matière juridique, hein, quand un avocat est là pour contrer les arguments du procureur ou d'un autre avocat, on appelle ça aussi un réquisitoire. Au niveau des mouvements de notre texte, on peut en distinguer 4. Le mouvement numéro 1 ira depuis s'adressant à Bougainville jusqu'à De votre sang. Dans ce mouvement, le vieillard opère une dénonciation de la colonisation et affirme que les Européens ont corrompu les Tahitiens. Pour le mouvement 2, celui-ci ira de Nous sommes libres jusqu'à nous asservir. Dans ce mouvement, nous verrons que les Européens veulent réduire les Tahitiens en esclavage. Pour le mouvement 3, qui ira de Tu crois donc jusqu'à En toi, le vieillard met en avant la dignité des Tahitiens, qui est supérieure à celle des Européens. Et enfin, dans le mouvement numéro 4, de Laisse-nous nos mœurs jusqu'à Possédons, nous insisterons sur l'éloge des mœurs tahitiennes que le vieillard opère dans son discours. Alors, pour le mouvement numéro 1, le vieillard dénonce la colonisation européenne. Tout d'abord, on remarque que le vieillard va exhorter Bougainville et les Européens à quitter Tahiti. Tout d'abord, on va mettre en effet en place la situation d'énonciation grâce à une proposition participiale, puis s'adressant à Bougainville. On voit ici le destinataire du discours, hein, Bougainville. On peut relever également un verbe de parole, ajouta, et des signes de ponctuation, notamment les 2 points et des guillemets, qui sont le signe du discours direct. Donc on comprend bien que le vieux tahitien s'adresse au colonisateur Bougainville. Cette façon d'exhorter le colonisateur est très violente puisqu'il utilise dès le départ le tutoiement pour s'adresser à Bougainville et une apostrophe qui est des plus péjoratives, avec la position « chef des brigands qui t'obéissent ». De même, l'emploi de l'impératif « écarte » et de l'adverbe « promptement » indique que le vieillard veut jeter Bougainville hors de ses terres. On remarque également une antithèse entre les déterminants possessifs « ton vaisseau, notre rive » qui signale bien l'opposition entre 2 civilisations, d'un côté les Tahitiens et de l'autre les Européens qui viennent s'emparer des terres qui ne sont pas les leurs. Dans la phrase suivante, « Nous sommes innocents, nous sommes heureux et tu ne peux que nuire à notre bonheur », on remarque l'importance du pronom personnel de la première personne du pluriel, « nous », qui indique ici que les Tahitiens font corps et forment un peuple. Et ce pronom va s'opposer à la deuxième personne du singulier, le tu, hein, qui est toujours péjorative et dénigrante pour Bougainville. Le vieillard apparaît donc comme le porte-parole des Tahitiens et il s'oppose aux colonisateurs. Les adjectifs mélioratifs, innocent, heureux, qui sont mis en valeur par le parallélisme de construction, hein, avec la répétition de nous sommes, met en valeur la vie idyllique des Tahitiens. Et on retrouve encore ici ce mythe du bon sauvage dont on a déjà parlé dans Montaigne, dont on a déjà parlé avec Bougainville et qui perdure ici. La restrictive « tu ne peux que nuire à notre bonheur » indique bien l'effet néfaste et la menace que représentent les Européens. Le vieillard considère que les Européens ont déconnecté les Tahitiens de la nature. En effet, comme dans les textes de Montaigne, les Tahitiens apparaissent comme proches de la nature, comme vivant en symbiose avec la nature, comme l'indique ici le verbe suivre, hein, nous suivons, et le terme d'instinct, hein, qui renvoie à quelque chose d'inné, renforcé ici par l'adjectif amélioratif pur. En revanche, Bougainville apparaît comme un être violent, comme l'indique le verbe péjoratif effacer, hein. Tu as tenté d'effacer de nos âmes son caractère. C'est comme si ici, les Européens voulaient corrompre les Tahitiens et voulaient en quelque sorte les dénaturer.
Les Européens ont ainsi mis fin au sens du partage des Tahitiens. En effet, le vieillard va rappeler cette idée de communauté sur laquelle est fondée finalement la civilisation tahitienne. Ici, tout est à tous. On remarque la répétition du pronom tous et tout, qui indique que la communauté tahitienne repose sur le partage. En revanche, encore une fois, un verbe péjoratif est utilisé pour désigner l'action de Bougainville. Tu nous as prêché. Ce verbe a aussi une connotation religieuse et rappelle que les Européens avaient véritablement une volonté d'évangélisation lorsqu'ils partaient à la conquête de nouveaux territoires. Donc, les Européens vont manipuler les Tahitiens et finalement instaurer dans leur esprit une idée qui leur était totalement étrangère, à savoir l'idée de propriété. D'accord ? Puisqu'on retrouve justement cette antithèse entre le tien et le mien, alors qu'auparavant, chez les Tahitiens, tout était à tous, toute la communauté avait accès à tous les biens de manière partagée. D'ailleurs, ce partage concernait même les femmes. Rappelez-vous, on l'a déjà vu, que ce soit dans le texte de Montaigne ou dans le texte de Bougainville, les indigènes que les colons européens vont rencontrer sont très souvent polygames. Ici, on le retrouve dans la phrase « Nos filles et nos femmes nous sont communes ». On remarque encore l'importance de la première personne du pluriel à travers les déterminants possessifs « nos » et le pronom « nous ». Qui indique encore une fois cette idée de corps et de partage. Et l'adjectif commune indique bien qu'il n'y a pas de propriété individuelle, y compris dans le domaine sentimental. Nous passons alors au mouvement 2. Les Européens veulent réduire les Tahitiens en esclavage. Tout d'abord, le vieillard va insister sur cette volonté qu'ont les Européens d'asservir les Tahitiens. Nous sommes libres et voilà que tu as enfui dans notre terre le titre de notre futur esclavage. On retrouve encore ici l'opposition, l'antithèse entre le nous et le tu. On se rend compte qu'il y a une proposition très courte avec du présent de vérité générale. Nous sommes libres. Là, les Tahitiens affirment vraiment leur liberté, sauf que l'arrivée de Bougainville et des Européens et des Français va venir bouleverser cette liberté. Cette arrivée est mise en valeur comme un élément perturbateur grâce à la tournure emphatique et voilà que. La métaphore de la prise de territoire, enfuir dans notre terre le titre de notre futur esclavage, peut rappeler que lorsque les Européens débarquaient sur les territoires étrangers, ils venaient y planter leur drapeau pour représenter l'autorité de leur souverain et se déclarer maîtres et possesseurs de cette terre qui pourtant ne leur appartenait pas. Donc ici, prendre possession finalement de la terre des Tahitiens, c'est annoncer leur future réduction en esclavage. Tu n'es ni un dieu ni un démon. Cette phrase encore toujours avec le tu qui agresse Bougainville et la répétition de la négation ni rappelle justement à Bougainville qu'il est un mortel comme les autres, qu'il n'est en rien supérieur aux Tahitiens. La question rhétorique, qui es-tu donc pour faire des esclaves, permet aux vieillards tahitiens d'interroger la légitimité des Européens à asservir d'autres peuples. Le vieillard va alors interpeller un autre Tahitien, comme l'indique l'exclamative Oru. Il l'interpelle pour que celui-ci révèle aux autres les intentions des Européens. En effet, il s'adresse à lui parce que ce Tahitien a le savoir, a la connaissance de la langue française et va pouvoir révéler aux autres Tahitiens quels sont finalement les projets des Européens. Dis-nous à tous, comme tu me l'as dit à moi-même, ceux qu'ils ont écrit sur cette lame de métal, ce pays est à nous. On remarque ici l'impératif qui exhorte Oru à révéler à la totalité de la communauté les intentions des Européens. La comparaison, comme tu me l'as dit à moi-même, montre que le vieillard a d'abord été consulté, ce qui confirme sa posture de sage. La phrase en italique, ce pays est à nous, révèle bien le désir de possession des Européens qui prennent possession d'une terre qui ne leur appartient pas. Le vieillard est alors véritablement indigné et il va inviter Bougainville à se mettre à la place des Tahitiens, dans une sorte d'effet miroir. Ce pays est à toi, et pourquoi? Parce que tu y as mis le pied.
On remarque ici une ponctuation fortement expressive, avec l'exclamative, et les deux questions rhétoriques qui permettent d'amplifier le registre polémique de l'agression ici du vieillard envers Bougainville. Il met ici en avant l'absurdité du raisonnement des Européens qui justifient en fait leur prise de possession du territoire par leur violence et leur supériorité physique. Si un Tahitien débarquait un jour sur vos côtes et qu'il grava sur une de vos pierres ou sur l'écorce d'un de vos arbres, ce pays est aux habitants de Tahiti, qu'en penserais-tu? On remarque ici un système hypothétique introduit par la conjonction si. Donc là, il invite vraiment Bougainville à se mettre à la place des Tahitiens. Il invite Bougainville à imaginer la situation inverse. La phrase en italique, ce pays est aux habitants de Tahiti, reprend en l'inversant celle des Européens, ce pays est à nous. Et la question rhétorique montre bien que Bougainville doit s'interroger sur la réaction qu'il aurait face à des Tahitiens qui viendraient s'accaparer finalement de leur terre. La réponse, bien entendu, sous-entendue, est que les Européens ne toléreraient en aucun cas cette prise de pouvoir. L'indignation est toujours présente dans la suite du texte avec l'exclamatif de nouveau « tu es le plus fort » et le superlatif. Donc là, en fait, il imagine ce que Bougainville pourrait lui répondre. La question rhétorique « et qu'est-ce que cela te fait ?» met en valeur le ridicule de cette prétention. Il insiste alors sur les exactions qu'ont commises les Européens. Lorsqu'on t'a enlevé une des méprisables bagatelles dont ton bâtiment est rempli, tu t'es récrié, tu t'es vengé. Et dans le même instant, tu as projeté au fond de ton cœur le vol de toute une contrée. Donc là, on voit en fait une antithèse entre ce qu'ont fait les Tahitiens, c'est-à-dire que oui, quand le bateau est arrivé, les Tahitiens se sont rendus sur le bateau et ont pris quelques objets des Européens, mais qui ne valaient pas grand-chose. La réaction des Européens, elle était démesurée, comme l'indique le parallélisme de construction, tu t'es récrié, tu t'es vengé. Et l'hyperbole, le vol de toute une contrée, montre que pour un vol minime dans le bateau, les Européens, eux, ont décidé de piller tout un pays. Tu n'es pas esclave, tu souffrirais plutôt la mort que de l'être et tu veux nous asservir. On remarque ici une antithèse entre « tu n'es pas esclave et tu veux nous asservir », ce qui souligne l'absurdité du comportement des Européens. L'Européen ne supporterait pas d'être réduit en esclavage. Par contre, il n'a aucun problème pour réduire les Tahitiens en esclavage. Les Européens ne veulent pas sacrifier leur liberté, mais ils sont prêts à retirer celle des Tahitiens. L'emploi du conditionnel, tu souffrirais plutôt la mort que de l'être, met en valeur cette hyperbole et montre que les Européens ne toléreraient en aucun cas d'être soumis à l'autorité des Tahitiens. Dans le mouvement 3, le vieillard va montrer que les Tahitiens surpassent les Européens moralement. Ainsi, il veut montrer que les Tahitiens sont des êtres humains. Tu crois donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir? Ici, la question rhétorique permet de démonter un préjugé occidental. Les Tahitiens ne sont pas des êtres soumis, au contraire, ils sont prêts à se sacrifier pour leur pays et pour leurs valeurs. Celui dont tu veux t'emparer comme de la brute, le Tahitien est ton frère. La proposition relative, celui dont tu veux t'emparer, permet en fait de désigner le Tahitien et de mettre surtout en valeur la violence de Bougainville avec la comparaison péjorative comme de la brute. L'expression « le Tahitien est ton frère » au présent de vérité générale rappelle l'égalité entre Tahitiens et Européens et constitue un appel à la fraternité. Il rappelle finalement que Tahitiens, Européens ou n'importe quelle nationalité, tous ces êtres sont des êtres humains qui ont droit au même respect. Ainsi, le vieillard apparaît ici comme le double de Diderot, Diderot qui était un philosophe matérialiste pensant que toutes les créatures possèdent les mêmes droits à la naissance. Vous êtes deux enfants de la nature, quel droit as-tu sur lui qu'il n'est pas sur toi? On remarque encore l'emploi du présent de vérité générale pour insister sur cette égalité entre Tahitiens et Occidentaux. La question rhétorique, elle encore, met en valeur la supériorité que s'arrogent les Occidentaux sur les Tahitiens, que s'arrogent les Occidentaux sur les Tahitiens, mais pas à juste droit.
Tu es venu, nous sommes-nous jetés sur ta personne, avons-nous pillé ton vaisseau, t'avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis, t'avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux? On remarquera la multiplication des questions rhétoriques ici, dont la réponse sous-entendue est bien entendu non. Le vieillard rappelle ainsi l'accueil chaleureux qui a été réservé aux Européens par les Tahitiens très pacifiques. Et il en profite également pour faire la liste de toutes les exactions que les Tahitiens n'ont pas commises, mais qui l'ont été par les Européens. Donc on a d'un côté le mythe du bon sauvage, avec les Tahitiens pacifiques, faisant preuve de tolérance et de charité, alors que les Européens, eux, se caractérisent par leur violence. La dernière question rhétorique, elle insiste bien sur l'esclavage et la déshumanisation que les Européens imposent aux Tahitiens. Finalement, les Tahitiens sont réduits à de vulgaires bêtes sauvages que l'on exploite comme main-d'œuvre. Nous avons respecté notre image en toi. Là encore, une phrase très simple et courte qui indique les valeurs positives des Tahitiens, avec cette métaphore du miroir avec le terme d'image. En fait, ce que le vieillard défend ici, c'est l'idée de ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas faire à soi-même. Il y a donc encore une fois une idée de fraternité. Pour le mouvement 4, le vieillard fait l'éloge des mœurs tahitiennes. Les Tahitiens sont finalement plus civilisés que les Européens. Donc laisse-nous nos mœurs, elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes. On mettra ici en valeur l'impératif qui montre que le vieillard incite Bougainville et les Européens à ne pas changer le mode de vie des Tahitiens. Mode de vie qui est valorisé grâce au superlatif plus sage, plus honnête que les tiennes. Enfin plutôt avec un comparatif de supériorité, qui montre que finalement les Tahitiens sont mieux que les Européens. Nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. On a ici la métaphore du troc qui renvoie justement à cette façon d'échanger des Tahitiens. Et on a surtout une antithèse entre notre ignorance et tes inutiles lumières. Pour les Européens, les Tahitiens ne sont pas civilisés, ni éduqués, ni cultivés, et le terme d'ignorance provient finalement du jugement péjoratif des Occidentaux, et va entrer en antithèse avec la métaphore positive des Lumières, qui renvoie à la raison et à l'intelligence dont les Européens se croient pourvus. Donc là, on renverse totalement le système de valeurs, puisque ce sont les Tahitiens qui apparaissent comme plus éclairés finalement que les Européens. Et ici, il y a vraiment une vraie preuve d'ironie, voire d'autodérision de la part de Diderot, puisque Diderot fait partie des philosophes des Lumières, et il utilise ici ce terme de lumière de manière ironique pour rappeler que les Européens se croient plus forts, plus sages que les Tahitiens, ce qui n'est pas le cas. Enfin, la dernière phrase, tout ce qui nous est nécessaire et bon, nous le possédons. C'est encore une fois une phrase au présent de vérité générale. Les adjectifs compris dans le rythme binaire nécessaire et bon sont mélioratifs et ils permettent de souligner la simplicité et la bonté des Tahitiens qui apparaissent ici un peu comme les disciples du philosophe Épicure. Rappelez-vous, on en avait parlé quand on avait fait un texte de Montaigne, l'idée que pour Épicure, il faut se satisfaire du nécessaire, satisfaire ses besoins essentiels. Ainsi, les Tahitiens se contentent de ce qui est nécessaire et n'ont pas de désir de possession superflu, contrairement aux Européens. En guise de conclusion, on peut dire que le discours éloquent du vieillard oppose deux portraits, celui des Tahitiens et celui des colons européens. Si les premiers se caractérisent par un mode de vie simple, par leur innocence, leur pacifisme et leur sens de l'égalité, les seconds sont présentés comme des barbares intéressés et cupides. La colonisation corrompt la société tahitienne en y faisant entrer la violence, la jalousie, l'esclavage, transformant le bonheur naturel en malheur, le paradis en enfer. Diderot dresse ainsi un réquisitoire polémique des maux infligés par la colonisation. On retrouve ce mythe du bon sauvage dont les jalons seront posés par Rousseau dans son discours sur les fondements et les origines des inégalités entre les hommes. Pour Rousseau, à partir du moment où les hommes fondent des sociétés, ils deviennent jaloux les uns des autres, alors que ceux qui se contentent de suivre les lois naturelles vivent heureux. On est dans cette vision toujours utopique, idéalisée, certes, mais qui permet de mettre en exergue les vices des Occidentaux,
Bien sûr, en ouverture, il y a d'autres possibilités. Vous pouvez faire un rapprochement avec le texte de Bougainville pour montrer le rapport entre le texte de Diderot et le texte de Bougainville. Ou vous pouvez également ouvrir vers un texte de Montaigne pour montrer que ce thème de la colonisation comme corruption et la vie idyllique des indigènes était déjà abordé par l'auteur humaniste. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été assez claire pour vous. Bien entendu, il faut la revisionner et il faut surtout prendre en note les éléments essentiels de cette vidéo dans votre cours afin d'avoir ce qui est nécessaire pour être au point pour le bac, puisque le bac est toujours maintenu pour l'écrit comme pour l'oral pour l'instant. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt en présentiel ou en distanciel selon le groupe dans lequel vous vous trouvez. Je reste bien sûr à votre disposition pour toute question sur ce cours ou d'autres. À bientôt, au revoir.